Bonjour, alors premier thème de chimie cette année, la chimie en couleur. Premier chapitre, structure moléculaire. Alors les notions qui vont être abordées dans ce chapitre, ce sera les liaisons covalentes, on va en reparler un petit peu, on fera des rappels par rapport à l'année dernière. On parlera de formules de Lewis, de géométrie des molécules, donc on va utiliser la représentation des molécules de l'année dernière, mais on va les enrichir et on va voir ce que peuvent apporter ces enrichissements sur la compréhension de la forme de la matière, avec l'impact des doublés non liants. Et on parlera pour finir de l'isomérie ZE, nouveau type d'isomérie dont on n'a pas parlé l'année dernière. Donc là, j'ai découpé la vidéo, enfin le cours en deux. On va s'intéresser dans une première partie à ces points-là. Et après, je ferai une autre vidéo pour la partie 2. C'est parti. Alors, pour commencer, on va faire des petits rappels. Premièrement, les électrons de valence. Souvenez-vous, les électrons se mettent autour du noyau d'un atome, respectivement sur des niveaux énergétiques, avec une couche K qui peut contenir 2 électrons au maximum, une couche L qui peut en contenir 8 et une couche M qui peut en contenir 18. Donc ça, c'est les rappels de l'année dernière. Pour s'entraîner, vous pouvez rapidement la mettre pause et compléter ce tableau. Bon, non, si on ne l'a pas fait en activité, si on l'a déjà fait en activité, vous pouvez passer un petit peu. Donc voilà la structure électronique de l'hydrogène, le nombre d'électrons de valence qui est de 1, puisque la dernière couche remplie, bon, ici il n'y en a qu'une, possède un électron. Pour le carbone, voilà sa structure électronique, donc le nombre d'électrons de valence ce sera 4, puisque c'est la dernière couche qu'on regarde, et il y a bien 4 électrons sur cette couche. On fait le même raisonnement avec l'azote et l'oxygène. Alors, petit rappel sur la règle du duet et de l'octet. Souvenez-vous, c'est une règle qu'on a vue l'année dernière pour prévoir la formation d'ions ou un certain nombre de liaisons covalentes qu'allaient former certains atomes en fonction de leur place dans la classification. Petit rappel, donc déjà sur les gaz nobles, ce sont les atomes qu'il y a tout à droite dans la classification périodique et ils ont une structure interne en duet, pour l'hélium par exemple, et les autres en octet, avec 8 électrons sur leur couche de valence. Donc ce sont les seuls atomes qui sont capables d'exister à l'état monoatomique. Autrement dit, ils n'ont besoin de s'associer avec personne pour être stables. Alors que les autres atomes, oui. Ou alors de se transformer en ions. On avait vu que de ce côté du tableau périodique, les atomes allaient avoir tendance à gagner des électrons, d'accord, parce qu'ils étaient plus proches des gaz nobles, alors que de ce côté, c'était plus facile pour eux de perdre des électrons, et donc de se retrouver sous forme de cations, d'accord, alors que là, on avait des anions qui se formaient. On avait fait le lien aussi avec le nombre de liaisons covalentes qui allaient se former. Donc on avait vu que les atomes, que ce soit en gagnant des électrons ou en perdant pour se transformer en ions, ou alors en formant des liaisons covalentes, en tout cas, il fallait qu'ils retrouvent la structure du duet ou de l'octet des gaz nobles les plus proches. Donc on va voir ça en détail, en classe, en activité. Alors on va voir un exemple concret, grand 2, représentation de Lewis, liaison covalente. On va voir, déjà on va rappeler un petit peu comment ça fonctionne pour prévoir et ensuite on verra comment enrichir le modèle. Combien de liaisons doivent former ces atomes pour satisfaire la règle du duet et de l'octet? Si on prend l'exemple de l'hydrogène, sur sa couche de valence il a un électron, donc il se retrouverait au duet et devrait former donc une liaison, puisqu'il lui manque un électron, il formerait une liaison pour être stable. C'est le cas par exemple dans la molécule de dihydrogène. Chaque atome d'hydrogène constitue sa liaison covalente avec un voisin qui en a besoin. Le carbone, donc structure électronique K2L4, il lui manque 4 électrons pour être à l'octet, donc il devra former 4 liaisons covalentes. Le cas du fluor, K2L7, donc 7 électrons de valence, il lui en manque 1, il faudra donc qu'il forme une liaison covalente. Donc pour voir comment ça fonctionne, on peut faire cette représentation-là. Vous voyez qu'on a disposé ici tous les électrons de valence autour de chaque atome de fluor. Les atomes de fluor vont s'associer en mettant en commun ici 2 électrons de valence. Donc chacun donne un électron de valence et du coup il se forme une liaison covalente. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un atome formera autant de liaisons covalentes qu'il lui manque d'électrons pour respecter la règle du duet et de l'octet. Ce qui va être nouveau cette année, c'est la notion de doublé non liant. Donc je reprends le cas du fluor.
Souvenez-vous, sa structure c'était K2L7. On avait vu qu'un électron allait être engagé dans une liaison. Et il a été établi dans l'activité que les autres électrons qui n'étaient pas utilisés se regroupaient deux par deux pour former ce qu'on appelait un doublet non liant. Donc voilà ce que ça donnerait pour la molécule de fluor. Vous voyez le fluor avec ses couches avec sa couche de valence, tous les électrons présents sur la couche de valence. Donc voilà la liaison qui se forme pour que chaque fluor soit à l'octet. Et ici, on peut voir les électrons qui restent sur la couche de valence, qui n'ont pas été utilisés, s'associer deux par deux pour former ce qu'on appelle des doublets non liants. Et voilà comment Lewis a modélisé ça sur papier. Donc on a le fluor avec en vert ici la liaison covalente qui lie les atomes, et en rouge ici des petits traits qui modélisent les doublets non liants. Chaque doublet est donc constitué de deux électrons. Alors, petit 3, la représentation de Lewis, qu'on peut voir ici, en train de faire sa recherche. Alors, cette représentation de Lewis, elle est importante parce qu'elle va nous permettre plus tard d'interpréter la géométrie des molécules. Donc, ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que sur cette représentation doivent apparaître tous les doublets d'électrons. En fait, cette représentation montre la valence d'une molécule. On doit faire apparaître pour chaque atome les électrons de valence. Donc voyons ça avec des exemples. Pour quelques atomes, regardez par exemple le chlore. On voit qu'il a un électron célibataire qui sera engagé dans une liaison, et ensuite 3 doublets non liants. Donc on peut compter le nombre d'électrons de valence qu'il possède. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 électrons de valence. D'où la nécessité de former une liaison covalente pour être à l'octet. D'accord? Il en a 7. S'il gagne un électron, il sera à 8. Même raisonnement avec l'hydrogène, donc lui il sera au duet. Le carbone sera à l'octet, donc puisqu'il devra former 4 liaisons covalentes pour être à l'octet. Et l'azote, lui, devra former 3 liaisons covalentes et il aura un doublet non liant. Mais en tout cas, il sera à 8 électrons sur sa couche de valence. Même raisonnement avec l'oxygène, etc. En tout cas, tout ça pour dire que voilà quelques exemples de molécules en représentation de Lewis où on voit bien que chaque molécule fait apparaître la valence des atomes. On peut vérifier par exemple sur cette molécule de diazote que chaque élément se trouve à l'octet. Par exemple, cet atome-là, il a 1, 2 électrons, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc cet atome est bien à l'octet. Et celui-là, ben, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une mise en commun d'électrons. Donc les électrons présents ici appartiennent autant à cet atome qu'à lui. Cette découverte faite par Lewis a ouvert des nouvelles perspectives concernant la compréhension de l'agencement des molécules. Effectivement, on s'est rendu compte que la géométrie des molécules dépendait vraiment des interactions qu'il existait au sein même de ces molécules. C'est ce qui va expliquer la formation de cristaux. Les cristaux ont une géométrie particulière. On peut voir par exemple ici un cristal qui n'a pas la même forme qu'un flocon de neige. Hein. Donc c'est vraiment les interactions des molécules qui vont dicter cette réalité. Alors pour comprendre l'impact sur la géométrie des molécules, on va s'intéresser à quelques cas simples. Voyons déjà le cas d'un tétraèdre idéal, donc c'est une figure géométrique. Chaque bâton de cette figure est séparé par un angle de 109,5 degrés. Si je compare au méthane, CH4, il a été montré expérimentalement que l'angle était de 109,5 degrés, comme sur le tétraèdre que je viens de vous montrer. Si on regarde maintenant le cas de l'ammoniac, on voit que l'angle est en réalité de 107 degrés. Autrement dit, un angle plus petit que celui de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que regardez, le doublet non liant, constitué donc d'un doublet d'électrons, va exercer une pression électrostatique, c'est-à-dire une répulsion, avec les doublets liants, qui va faire ce qu'on appelle un effet parapluie, qui va resserrer les liaisons entre elles. C'est encore plus flagrant si on regarde le cas de l'eau. Regardez, l'atome central, l'eau, enfin l'oxygène, possède deux doublets non liants, donc une pression électrostatique qui va être encore plus forte.
et l'angle entre les liaisons va être de 105 degrés, donc encore plus petit. Un autre cas intéressant, c'est le dioxyde de carbone. Lui va avoir une géométrie linéaire. Pourquoi? Puisqu'il y a un équilibre qui va se faire entre les répulsions produites par les deux doublés de l'oxygène ici, avec la double liaison ici, et pareil de l'autre côté, hein. On va avoir le même phénomène et l'équilibre va se faire autour d'une géométrie linéaire. Voilà pour la fin de cette première partie.